Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier rapport de bataille de l'année 2025. Pour commencer, merci à vous bien évidemment de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Et si vous voulez nous soutenir, tous les liens sont en dessous, les Tipeee ou les partenaires. N'hésitez surtout pas. Pour ce rapport de bataille, j'ai invité Graou et Kevin à venir jouer une bataille à 2000 points. C'est la première que nous faisons sur cette chaîne à 2000 points parce que j'aimais bien le format 1500. Mais pour une telle bataille, j'ai préféré passer un petit cran au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est la première bataille avec personnages légendaires à l'intérieur. Toujours du narratif, bien évidemment, j'ai prévu un petit scénario pour mes joueurs que j'ai appelé la chasse à la bête. Vous avez donc Graou qui va venir jouer les clans royaux nains, première armée d'infamie également que nous avons sur la chaîne avec les nains et leurs clans royaux commandés par ni plus ni moins que Monsieur Papa Ungrim, et oui, le plaisir de pouvoir sortir un personnage nommé. Cette bataille compte donc pour les producteurs de contenu dans la campagne Bataille pour Kislev que j'ai organisée. Ce sera donc certainement la première qui va sortir pour ce carcan de la campagne. Et en face, donc, Kevin est venu avec une armée royaume-ogre. Et vous allez me dire, oh là là, mais une armée royaume-ogre contre des nains avec l'arcane journal, mais ils sont foutus. Avec en plus Ungrim, mais que voulez-vous? Eh bien, déjà, sachez que mes deux joueurs m'ont fait énormément plaisir. Ils ont fait des listes d'armées extrêmement narratives au rapport à ce scénario, ce simple nom de scénario, chasse à la bête. Je leur ai préparé quelque chose presque comme un jeu de rôle évolutif sur la game, c'est un petit peu ma marque de fabrique maintenant, j'aime beaucoup faire comme ceci, et donc je vais vous présenter, parce qu'ils n'ont pas voulu trop repasser devant la caméra, ils sont encore un peu timides, hein, les wargamers, vous inquiétez pas, les prochaines batailles, il y aura des joueurs devant caméra pour que vous puissiez les admirer de pied en cap. Je vais donc vous expliquer les listes d'armées ainsi que le scénario de nos joueurs. Dans l'armée de Ungrim Point de Fer, qui est donc une armée Arcane Journal, une armée infamie des nains dans Old World, vous avez donc des règles un peu plus spécifiques, différentes de celles des nains classiques. Pour vous faire la liste d'armées classico, il y a deux personnages de seigneurs à l'intérieur. Il y a Ungrim Point de Fer lui-même avec tout son équipement classique, et il y a un tueur de démons. Parce que vous allez comprendre que cette armée est faite pour valoriser les tueurs, ou au moins essayer. Le tueur de démons est équipé avec une arme de base, une arme lourde, une rune majeure de frappe, ce qui fait qu'il fait 1 des 6 PV enlevé à chaque frappe, à chaque attaque. Il a une rune de fureur pour avoir une attaque en plus, il a la rune de fourneau pour être un peu plus protégé contre le feu, il a la rune de la haine, le rune du haineux exactement, donc il a la haine, et la rune de granit qui lui donne plus 1 d'endurance. Donc deux personnages tueurs, pas d'anti-magie, rien du tout dans la game anti-magie, vous allez comprendre pourquoi. Ça va être du bourrinisme du plaisir. Pour ce qui est des unités de base, vu qu'on est en 2000 points, grâce à la règle d'Ungrim, vous pouvez prendre un régiment de tueurs par tranche de 1000 points. Donc il y a 2 blocs de tueurs, 2 blocs de 20 et 21 tueurs, chacun avec tous les armes de base et les armes lourdes. Ils ont tous un porte-étendard et un musicien, et le régiment de 20 possède, donc celui qui aura le tueur de démons avec eux, possède la rune de confusion. Le régiment de 21 qui sera tout seul possède la rune de confusion et la rune de strolaz, ce qui fait que vous chargez ces deux régiments, vous aurez une charge désorganisée, et celui qui a la rune de Strolaz en plus peut faire une avant-garde, parce que c'est rigolo, les tueurs qui avancent de 3 pas au début de la bataille pour aller mourir plus vite. En unité spéciale, c'est la marque de fabrique de Graou, 20 marteliers qui accompagnent Ungrim. Alors là, c'est la totale salade tomate oignon, c'est les boucliers, le bien entraîné, le vétéran, le champion royal, le porte-étendard avec la rune majeure d'hésitation et une 3e rune de confusion. Donc vous chargez, vous êtes désorganisé, vous pouvez pas prendre vos armes spéciales, vous n'avez pas de bonus d'initiative, bref, ce régiment est infâme quand vous l'attaquez de front. Il possède également un musicien, et enfin, parce que oui, il n'y a que 4 régiments dans une armée de 2000 points, 14 rangers, là aussi salade tomate oignon, c'est-à-dire qu'il y a porte-étendard, musicien, arme lourde, armure lourde, bouclier, hache de lancer, arbalète. Ils sont tous là, 2000 points, 4 régiments et des gros blocs, c'est ce qu'aime Graou et c'est ce qu'on aime tous voir ça. C'est littéralement un host de Karak-Kadrin, un trong, que dis-je, de Karak-Kadrin qui sort de la forteresse des tueurs et qui rejoint les montagnes du bord du monde pour participer à la chasse à la bête.
Du côté de Kevin, il est venu avec son armée, il est un très gros joueur Royaume Ogre et autres, hein, il joue d'autres armées, et il m'a fait plaisir aussi de sortir des unités qui ne sortent quasiment jamais, sachant qu'il savait qu'il allait affronter des tueurs, etc., qu'il y avait un scénario à la clé. Donc son armée est commandée par un tyran, alors il a le Master-Rock en monture, le talisman de protection, la lame ogre et le trompe-la-mort qui permet une fois par partie de faire relancer un jet de blessure contre lui à l'adversaire. Il a également un chasseur avec l'arme de base additionnelle, l'avant-garde, il est à pied bien évidemment. Il a l'anneau rubis de ruine pour faire un petit blast tir à la magie, l'armure de fer météorique et il est longue jambe. Les unités de base, il y a 4 buffles ogres avec le broyeur et c'est tout, pas d'étendard, pas de musicien, juste l'armure légère et le point d'acier. Vous avez les 4 ventres durs qui sont là également full équipés avec les vétérans, mais là aussi pas d'étendard et pas de musicien. Vous avez 5 crocs de sabre avec l'avant-garde qui vont être le chausson du chasseur. 2 x 10 trappeurs gnoblard avec les trucs pointus bien sûr, qui est là aussi un peu l'unité que Kevin adore et que je conseille toujours de jouer, hein, les gnoblards très important. En unité spéciale, il y a 3 cavaliers férox avec seulement l'étendard, l'armure lourde et l'arme lourde. Alors c'est l'étendard du buffle par contre, donc étendard spécial des Royaumes Ogres. Il y a 4 Yétis en avant-garde, parce que c'est toujours sympa d'avoir des Yétis et on les voit jamais, d'où le fait de pouvoir sortir les unités qu'on ne voit jamais. Il y a 2 crash-plombs, avec un chef crash-plomb, l'armure légère, le crash-plomb. Et enfin, en unité rare, il y a un cannibale, avec bien évidemment la règle d'éclaireur. Tout ça pour nous amener à une armée accompagnée d'un deuxième monstre, le chevaucheur, enfin les chevaucheurs de Mégastodon. Donc il y a bien les 2 monstres des Royaumes Ogres, le Master-Rock pour le général, et un mégastodonte avec le souffle glacial, le lance-harpon, le croque-monsieur, bref, full équipé pour notre plus grand plaisir. Vous l'avez compris, pas de magie, ou presque pas de magie, très peu de tirs. Bref, des armées de la subtilité, vous allez me dire, oh là là, encore une fois, vous allez gueuler, hein, je vous connais maintenant, quand cette vidéo sortira certainement pour les 8 ans de la chaîne, je commence à vous connaître, chère communauté, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'en face c'est des gros bourrins qui annulent quasiment toutes les charges, et qu'en face c'est des gros multi-PV qui tapent dur et qui cognent dur, que la bataille va se passer simplement avec des corps à corps, et que les nains vont le gagner parce que les nains sont trop pétés de toute façon. Non, c'est un scénario. Je vous explique un petit peu le scénario de la chasse à la bête. À l'ouest de Karak-Raziak, une fois par an et par année, une légende raconte qu'un événement se passe dans les contreforts des montagnes du bord du monde. Après une nuit d'orage et d'éclairs, un grand autel éthérique du chaos apparaît dans une plaine rocailleuse, attirant à lui des créatures plus dangereuses les unes que les autres. On raconte que les plus beaux trophées de chasse peuvent se trouver à cet endroit à une date précise. La seule chose, c'est que cela attire parfois certaines armées. Des généraux avides de gloire, des rancunes à faire payer ou des chasses légendaires attirent les plus grands combattants du monde. Aujourd'hui, Ungrim Point de Fer amène avec lui son tronc de Karak-Kadrin pour prouver à tout le monde, mais aussi à ses propres tueurs, que l'honneur se trouve parfois là où on le cherche. Il amène avec lui sa garde personnelle ainsi que quelques rangers pour tout simplement trouver une bête prouvant la valeur de sa forteresse. De l'autre côté, un grand tyran ogre a été attiré ici par certes l'appât du gain, mais aussi parce que si les bêtes se trouvent ici, certainement qu'elles seront bonnes à manger ou que ceux qui auront essayé de les tuer seront prêts à être cuits. Lorsque les 2 armées s'approchent, l'autel émane une puissance de malpierre concentrée et un grand sifflement parcourt chaque esprit. Une bête approche et très certainement que plus le sang coulera autour de cet autel, plus des bêtes de plus en plus puissantes arriveront. Le but de ce scénario de chasse à la bête n'est pas de tuer l'armée adverse. Si vous tuez toute l'armée adverse, vous n'aurez pas gagné la partie, pas plus que vous ne l'aurez perdue. Comment fonctionne ce scénario? C'est extrêmement simple. En début de partie, va apparaître un monstre au niveau de l'autel. Ce monstre, c'est moi qui le dirigerai en tant que MJ, mais aussi en tant que joueur aléatoire. Il désignera une cible potentielle sur un des 6, 1, 2, 3, les nains, 4, 5, 6, les royaumes ogres, et attaquera à vue les premiers ennemis qu'il aura décidé.
La seule chose, c'est que ces créatures vont gagner en puissance plus il y aura de tueries sur la table. C'est-à-dire que plus la puissance d'unité des morts est grande, plus les créatures seront puissantes. Les joueurs vont devoir abattre ces bêtes. S'ils abattent ces bêtes, ils marquent des points de victoire. La seule chose, c'est que si la créature vous prend pour cible et que l'adversaire la tue avant vous, eh bien, il aura aussi empoché les points à votre place. Vous pouvez les tuer au tir, comme au corps à corps, comme à la magie, qu'importe. Le but étant que les créatures vont devenir de plus en plus agressives et de plus en plus dangereuses. La seule chose, c'est que j'ai prévu des paliers pour mes joueurs. Il y a des paliers à 20 PU de tuerie, 40 PU de tuerie, 60, 70, 80 PU de tuerie. Et tout simplement, il est potentiel que cet hôtel surcharge en termes d'énergie et de sacrifice autour de lui, car on raconte que certains survivants de cette chasse à la bête auraient aperçu, lors de grands combats autour de cet événement, un portail s'ouvrir et un royaume rouge sang apparaître à travers cette faille. Donc, plus la tuerie sera grande, plus les monstres seront puissants, au risque de surcharger l'hôtel, d'appeler quelque chose peut-être de trop puissant, ou même de faire exploser l'hôtel sur la surcharge d'énergie. Le but de la partie est donc simple, tenir la ligne, abattre suffisamment d'ennemis pour que les monstres soient de plus en plus puissants, et abattre les monstres. Chaque monstre rapporté rapportera ses points de victoire à l'armée. Techniquement, il ne peut y avoir qu'un seul monstre sur la table au moment où l'on parle, au moment où il y en a un qui pop. Mais si jamais la tuerie devient trop grande, il pourrait y en avoir deux, voire peut-être plus. Ça dépendra des joueurs. Voilà, donc le scénario est plutôt extrêmement simple, hein, abattre les monstres. Mais si vous tuez les adversaires, vous allez attirer des monstres plus puissants, et donc des monstres qui valent plus de points. C'est pas parce que vous avez tué plus de monstres au début que vous aurez gagné la partie si l'adversaire ne tue que le dernier. Peut-être qu'il y a des monstres qui vaudront beaucoup de points, ça dépendra de la tuerie que vont faire mes collègues. Étant un scénario très narratif, les joueurs n'ont même pas sélectionné leur armée qui se déploie en premier ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment fait du spectacle. Les décors sont extrêmement simples également. Il n'y a quasiment que des infranchissables. L'hôtel, l'arbuste, les débris, etc. Il n'y a qu'un seul bâtiment qui est celui de la tour sur le flanc droit de la table, sur le flanc des nains, vu que c'est là que Graou s'est installé. Pour ce qui est du déploiement, Graou a fait extrêmement simple. Il a mis Ungrim et ses marteliers sur le flanc gauche, les rendant donc indémoralisables vu que Ungrim est avec eux. Il a mis en plein centre son tueur de démons avec ses 20 tueurs runes de confusion. Et il a mis sur son flanc droit les tueurs runes de confusion, runes de Strolas pour avoir l'avant-garde, et les rangers dans le bâtiment pour avoir un bon panel de tir et pour être protégé un peu des charges des ogres. Du côté des ogres, le déploiement est très large et très grand parce que l'armée au final à 2000 points est quand même assez conséquente, surtout contre du nain qui n'a 4 régiments. Vous avez les crash-plombs sur le flanc gauche accompagnés du mégastodonte et des buffles. Au centre de l'armée, vous avez bien évidemment le général avec son masterrock, les férox, les ventres durs à l'arrière et les yétis qui ont également l'avant-garde. Vous avez le chasseur avec ses crocs de sable sur le flanc droit. Vous avez des nioblards qui ont popé au niveau de l'hôtel et qui ont en éclaireur et qui se sont placés sur le flanc gauche des nains, et vous avez un petit cannibale qui est arrivé dans le dos, bien sûr, pour aller mettre la pression sur les nains. Voilà pour ce qui est de ce déploiement, des règles de bataille et de tout ce qui pourrait nous faire plaisir. J'espère que ce rapport de bataille à 2000 points, clan royaux nain Karakadrin contre host de la chasse des royaumes ogres vous plaira. C'est parti. Alors que les deux armées se font face, un cri strident provient du ciel, et attiré comme un insecte par la flamme, un sphinx volant, une créature extrêmement rare, apparaît au-dessus du champ de bataille et atterrit sur l'autel. Une créature aussi rare que celle-ci vaut bien que quelques vies soient sacrifiées. Les tueurs vont faire tout de suite leur première avant-garde pour se rapprocher au plus près de cette créature sans encore savoir si elle va prendre pour cible les ogres ou les nains, tandis que du côté des ogres, les nioblards éclaireurs ayant choisi de se déployer au plus proche de l'hôtel sentent un petit peu la goutte couler au coin de leur front, mais les avant-gardes des royaumes ogres avec les yétis ainsi que les chasseurs vont peut-être ramener un peu de soutien au centre.
Les créatures apparaissent en début de tour et lors de leur apparition, elles ne peuvent rien faire, sauf si on atteint un certain seuil de mort. Donc, cette créature ne va pas pouvoir agir à part regarder et choisir sa cible. Je fais mon jet en sachant que cette figurine est posée comme ceci, tout simplement pour pouvoir voir autour d'elle à 360 degrés, vu qu'elle est pour moi sur un objectif qui lui permet de voir à 360 degrés. C'est un monsieur 5, tout simplement. C'est une créature plutôt simple à affronter, enfin, simple pour des nains ou des ogres. Et le dé en a décidé ainsi, elle prendra pour cible les nains aléatoirement. Donc le premier tour va se dérouler sous l'égide des Royaumes Ogres. C'est notre cher Kevin qui a eu le premier tour. Donc après avoir fait ses avant-gardes, il va lancer en avant ses forces pour venir déjà un petit peu se replacer. Il va avancer ses Yétis, suivi de ses Férox ainsi de ses Ventres Durs. Son flanc droit va être contourné par ses chasseurs et ses Gnoblars. Enfin, sur son flanc gauche, il utilise ses Gnoblars en écran devant ses buffles et ses monstres pour pouvoir essayer de tanker le nombre de tueurs nains qu'il a en face de lui, pendant que le cannibale fait le contour. Pour la phase de tir du premier tour, les Gnoblars vont vouloir tirer sur les marteliers en colonne de marche, mais malheureusement, il ne va y avoir aucune blessure provoquée. Le chasseur, avec son Anorbi de ruine, va essayer tout simplement de blaster un petit coup sur les marteliers, mais un objet de sort sur la résistance magique des nains qui est à 2 grâce à Ungrim, va échouer malheureusement à un 8+, sur 2 dés sans aucun bonus. Ça va être un peu compliqué vu que la résistance magie des nains est à 2 et que l'objet de sort est un niveau 2. Derrière après, les autres Gnoblars vont essayer de tirer devant les tueurs qui sont vraiment face à eux et malheureusement là aussi ne feront rien. Tandis que les crash-plombs, eux, vont pouvoir tirer et tenter un petit tir de force lourde sur le Sphinx, malheureusement sans lui faire le moindre dommage. Ce qui fait que le premier tour des Royaumes Ogres se termine sans aucune perte du côté des nains, mais le nombre de l'armée ogre englobe très vite les nains, ce qui a surpris autant Graou que moi-même et peut-être même Kevin. Premier tour des nains, début de tour, la créature agit. Elle agit bien à chaque début de tour et donc à chaque phase de combat également. Elle va directement tenter de faire une charge. Elle a un vol 10, donc elle va pouvoir certainement atteindre n'importe qui avec son mouvement de rapide. Elle choisit aléatoirement entre les tueurs seuls, les tueurs avec le tueur de démons ou les marteliers avec Ungrim. Et elle va choisir les tueurs avec le tueur de démons à l'intérieur. Et elle va largement réussir sa charge. Du côté après des restes du tour de Graou, vu qu'on est encore à son tour 1, la charge, bien évidemment, sera tentée avec les tueurs sur les Gnoblars pour pouvoir leur amener un petit peu de patates dans la tronche. Malheureusement, le tir de riposte des Gnoblars ne provoquera aucune perte, même aussi au terrain dangereux lorsqu'ils arriveront au contact. Pour ce qui est après des mouvements, les marteliers font tout simplement un bien entraîné et se replacent devant les Yétis pour venir les provoquer. On risque d'avoir un beau combat ou un massacre au tour d'après. Et pour le reste des mouvements, il n'y a déjà plus rien à faire du côté des nains. Pour ce qui est des tirs, les arbalétriers vont tirer sur les buffles ogres qui ne sont pas très loin et vont provoquer une perte intégrale sans provoquer de panique due aux pertes. Pour clôturer ce premier tour, c'est parti pour les corps à corps. On a donc 21 tueurs en charge clans royaux contre 10 trappeurs Gnoblars. Aucune perte n'a été provoquée par les Gnoblars dans le tir de riposte ou le terrain dangereux. Les chers nains vont frapper avant grâce à leur charge et vont massacrer 5 Gnoblars sans aucune pitié. Ce qui fait que les Gnoblars après derrière n'ont quasiment aucune riposte pour frapper sur les nains et ne provoqueront rien du tout. Ils vont devoir donc tester leur commandement pour éviter de s'enfuir complètement écrasés par la puissance d'unité des tueurs. Et Kevin nous fait un double 1. Ce qui fait que les Gnoblars reculent de 2 pas et que les tueurs se retrouvent bien embêtés à ce moment-là parce qu'ils se disent « Ah on n'a pas percé, c'est bien dommage ». Ils vont donc choisir de rester sur place pour gagner du temps par rapport aux ogres et à la surprise que les Gnoblars viennent de provoquer. Par contre après, bien évidemment, on est déjà au tour 1 et il y a déjà un monstre qui est prêt à frapper les ennemis. La chasse à la bête porte bien son nom, le Sphinx ailé. Il charge en avant, c'est un monsieur 5, CC5, force 5, 5 attaques, endurance 5, 5 PV, 5 d'armure. Il est là pour meuler avec ses 5 d'initiative en charge, ils montent donc à 8. Il va frapper les tueurs qui sont face à lui et va en dévorer 3.
avant tout simplement que le tueur de démons ne s'approche et que Graou, avec la force 6 du gars, ses 4 attaques ou 5 attaques provoquant chacune un des 6 PV dans ma tronche, ne m'enlève 9 PV. Voilà, c'est la subtilité de ce personnage est assez énorme. Voilà, je suis très content du build que j'ai fait sur ce tueur de démons. Il me one-shot direct le Sphinx ailé, empochant donc les points. Nous avons compté les points de cette créature comme une manticore, donc 120 points sont empochés par les nains. Bravo à eux. À la fin de ce combat, Graou décide de percer la ligne pour se rapprocher au moins des Ferox ou venir un petit peu mettre la pression, sauf qu'il fait un très gros jet, il s'approche vraiment devant l'hôtel, bloquant presque un peu sa ligne de vue, son régiment en ayant trop avancé, les tueurs beaucoup trop heureux d'avoir massacré cette créature et de voir leur tueur de démons survivre. Face à cela, il faut qu'il cherche la mort, d'où le fait qu'il s'approche. Heureusement pour Graou, il reste toujours de front par rapport aux Ferox et n'offre pas son flanc à cette unité terrifiante en charge. Tour 2, arrivée d'un nouveau monstre. La puissance d'unité n'ayant pas atteint encore un stade critique, bien évidemment, il n'y a que quelques PU dans les morts qui ont été provoqués, même si quand même le Sphinx en lui-même vient d'être abattu, un autre monstre arrive. Ce coup-là, ce n'est pas un monstre volant qui approche, c'est un monstre, entre guillemets, pédestre. C'est-à-dire qu'il va arriver aléatoirement dans le dos de l'armée qu'il décide de prendre pour cible. Je jette donc un dé, et c'est à nouveau les nains qui sont spécifiés en tant que cible, et arrive donc une hydre, approche depuis l'arrière des lignes naines, elle vient de sortir de sa caverne ténébreuse et sent l'odeur du sang. Elle est là pour dévorer des nains, ou toute créature qui passera sous son nez, bien sûr. Pour le tour 2 des royaumes ogres, 2 charges sont tentées du côté des royaumes ogres. Le cannibale va tenter de charger les tueurs qui ont été tenus face aux Gnoblars. Et les Yétis vont vouloir foncer en direction des marteliers, et malgré la relance de la charge, le cannibale échouera, se plaçant devant l'hydre. Sachant qu'elle attaque aléatoirement les régiments qui sont devant elle, même si sa cible principale est les nains, elle aura une chance de frapper le cannibale. C'est dommage. Par contre, les Yétis, eux, sans problème, la charge était donnée, arriveront au contact des marteliers. Mais est-ce une bonne idée de charger des marteliers quand ils ont la rune de confusion et la rune d'hésitation? Bref, tout ce qu'il faut pour nous en mettre une dans la tronche. Pour ce qui est après des mouvements, les Gnoblars continuent leur contournement derrière les marteliers pour pouvoir amener peut-être de pression, suivi des chasseurs, enfin du chasseur et des crocs de sabre. Bon, certes, les Ferox ne peuvent pas aller charger le tueur de démons, et les tueurs, il est vraiment trop dangereux, ils préfèrent se repositionner. Le Mégastodonte continue d'avancer et de contourner également les tueurs, tandis que les Gnoblars reviennent à vraiment à un pas des tueurs pour vraiment les provoquer et continuer à faire des charges. Le général et ses buffles ainsi que ses cracheplombs restent un petit peu en retrait derrière, tandis que les ventres durs, eux aussi, s'abritent derrière les Ferox pour éviter que la surprise ne soit trop grande. Pour ce qui est des tirs, les Gnoblars vont tirer sur les tueurs qui sont vraiment devant eux. C'est tirer sur un éléphant dans un couloir et ils ne vont provoquer malheureusement aucune perte. Les crash-plombs vont tirer en tir explosif sur les rangers à l'intérieur de la tour et vont provoquer 2 blessures et tuer 2 rangers. Tandis que malheureusement les autres tireurs sont trop loin. Le contournement oblige à Kevin à se priver d'un anneau rubis de ruine ou de tir de ces Gnoblars, malheureusement, mais ce n'est que partie remise. Les corps à corps, ça va très très vite cette partie. C'est très bien pour le montage, pour moi je suis très content. Pour ce qui est du corps à corps, les marteliers contre les Yétis. Alors déjà, 4 Yétis dans des marteliers tout seuls, ça donne moyennement envie. Mais rajoutons à cela que ces marteliers sont ultra buffés, on pourrait presque appeler ça une Death Star du point de vue des nains, et en plus derrière, il y a une Grim à l'intérieur. Donc avec le combo qu'ils possèdent avec toutes leurs runes sur leur bannière, les marteliers vous annulent vos bonus de charge, donc pas de bonus d'initiative, pas de bonus d'armes spécifiques. Vous avez en plus une charge désordonnée lorsque vous attaquez ce régiment de front, comme la précision précédente. Et en plus, voilà, ils ont plus d'initiative, ils ont une force très grande grâce à leur marteau spécifique de Old World. Et il n'y a pas vraiment de photo dans tout ce qui va être provoqué.
un seul martelier va mourir, mais derrière après, Ungrim va décalquer 4 PV solo et les marteliers vont provoquer encore 4 autres PV en perte. Donc il ne one-shot pas le régiment de Yeti, mais quand même le combat est extrêmement violent, on va pas se mentir. Un seul martelier pour 8 PV dans les Yeti, il n'y a pas photo. Le régiment va devoir tester et va malheureusement échouer son test de commandement et va s'enfuir. Il sera bien évidemment poursuivi par les marteliers et Ungrim, qui, n'oublions pas, poursuivent moins loin vu que ce sont des nains, mais vont quand même être rattrapés après une fuite malheureusement pas suffisante des Yeti, et vont venir se placer juste devant les Ferox, dans la catastrophe absolue pour notre cher Kevin. Heureusement, la perte des Yeti ne provoque aucune panique, même pour les Nioblards qui n'étaient pas très loin. Tour 2 des nains. Tour 2 des nains, l'hydre en début de tour fait ses actions et aléatoirement elle choisit soit les tueurs avec le tueur démon, soit les tueurs face aux Nioblards, soit le cannibale qui est juste devant sur un 6 et je fais un 6 malheureusement, donc je charge automatiquement le cannibale. C'est dommage, c'est dommage pour Kevin encore une fois, mais bon, s'il arrive à tenir, il peut tenter de bouffer l'hydre et rattraper ses points de retard. Derrière après, pour ce qui est du mouvement des nains et les charges, eh bien évidemment que les marteliers chargent les Ferox, bien sûr. Les tueurs chargent également les Nioblards qui sont face à eux, qui font des tirs de riposte et qui ne provoquent malheureusement rien, mais qui provoquent quand même 2 morts dans les tests de terrain dangereux en arrivant en contact, tandis que les Ferox, eux, voyant cette horreur approcher de marteliers, décident de s'enfuir face à cet ennemi, provoquant l'échec de la charge des marteliers d'Ungrim sur ce corps à corps là. Pour les derniers mouvements, les tueurs au centre décident de laisser passer la Death Star et de s'occuper tout du flanc gauche seul, et vont se retourner face à l'hydre qui, n'oublions pas, est l'objectif de la bataille. Il faut bien tuer les monstres pour pouvoir faire le plus de dégâts possible, et surtout le plus de points possible. Les tirs, les rangers prennent pour cible les crash-plombs et leur retireront 2 PV avec une petite volée d'arbalète du plaisir. Et enfin, les corps à corps du tour 2, les Nioblards contre les tueurs. Un tueur va être tué par un Nioblard, l'événement de l'année pour ce régiment de 10 Nioblards. Tandis que malheureusement après derrière, bon, ils étaient plus que 5, hein, les 6 autres tueurs vont les massacrer sans pitié. Les tueurs feront une petite percée de 3 pas à peine et se rapprocheront très dangereusement du Masterrock et des buffles. Là, tout d'un coup, les Nioblards ont vraiment fait leur office de tanker la ligne et de ne pas se servir de tremplin maladroit, mais plutôt d'attirer les tueurs dans un piège. Pour le second corps à corps de cette bataille, bah, ça ne sera pas les nains contre les royaumes, mais ce sera bien l'hydre contre le cannibale. L'hydre, quand même, c'est un peu une saleté parce qu'elle a 2 attaques plus son nombre de PV, donc elle en a quand même 7, ça rigole 0. Elle frappe plutôt fort contre un cannibale qui est quand même très violent, hein, aussi, il faut pas l'oublier. L'hydre va perdre 1 PV face au cannibale, mais le cannibale, lui, va se faire dévorer 3 PV sur 4. Mais étant indémoralisable, il sera juste repoussé sans problème. Donc le cannibale tank l'hydre, mais est-ce que ça suffira? J'ai bien peur que non. En ce début de tour 3 des Royaumes Ogres, pas de nouveau monstre apparaît parce qu'il n'y a pas eu assez de kills pour qu'un monstre plus puissant vienne se joindre à la fête. Donc début du tour 3 des Royaumes Ogres, le ralliement des Ferox est réussi en phase de stratégie, ce qui permet à Kevin de respirer un petit peu. On passe à la phase de mouvement et les charges, et là Kevin est extrêmement content de pouvoir libérer la puissance des ogres. Il lance une double charge sur le régiment de tueurs avec runes de confusion et de strolaz. Les buffles et le général tirant sur Masterrock chargent et réussissent leur charge sur les tueurs légèrement affaiblis par les Nioblards. Pour ce qui est des mouvements, prudemment, Kevin recule ses Ferox et ses ventres durs, pendant que son contournement avec ses Nioblards et son chasseur se rapproche un petit peu. Il est en train de maximiser toutes ses charges potentielles pour un tour qu'il aura décidé sur la Death Star des Marteliers, parce que faut pas déconner quand même, c'est vraiment un régiment terrifiant. Il faut pas y aller solo comme il l'a compris avec ses Yeti, il va falloir qu'il y envoie du lourd, du très très lourd. Il décidera également d'ignorer les rangers dans le bâtiment avec son mégastodonte, même avec son souffle, et là aussi fera face au tueur qui pourrait s'approcher avec le tueur de démons, parce que vu comment il a découpé le Sphinx, il risque d'être quelqu'un de difficilement arrêtable derrière. Et surtout, ne pas oublier qu'une hydre se promène et que c'est elle qui ramène les points.
Pour les tirs, les Gnoblars vont tirer sur les tueurs accompagnant le tueur de démons et vont en tuer un avec une mort indigne de ce guerrier nain, avec un petit coutelas dans le dos là, slack, c'est toujours assez moche. Le chasseur, quant à lui, va tout simplement balancer un petit blast sur les marteliers et provoquera une perte. Voilà, au tour 3, c'est quand même pas si mal que ça, avec son anneau rubis de ruine. Et enfin, les crash-plombs continueront de tuer et de descendre deux rangers avec leurs tirs explosifs dans la tour. Phase de corps à corps. Alors, véritablement, Kevin en a assez souffert dans le début de cette bataille, donc il va se lâcher, hein, littéralement. Il a décidé de d'abord faire son tyran ainsi que ses buffles contre l'énorme bloc de tueurs. Il devait être encore presque 18. C'est assez impressionnant à vouloir abattre, sachant qu'à chaque fois qu'il va en tuer un, il va quand même se prendre une touche, certes de force 3, mais quand même, hein, ça peut faire du dégât, parce que plus t'en tueras, quand même, plus t'en prendras dans la tronche. Bref, c'est quand même un tyran en charge sur un Master Rock, accompagné en plus de 3 buffles, là également en charge, donc rien qu'aux touches d'impact, les dégâts sont impressionnants. Un ogre par les frappes des tueurs dans leur mort sera tué, donc il ne restera plus que 2 ogres combattants de buffles, mais par contre, le tyran ainsi que ses combattants va pile poil au PV près annihiler le régiment de tueurs au corps à corps. Donc c'est quand même une preuve que quand ça charge les ogres, même contre du nain, ça fait quand même très très mal. Alors certes, c'est des nains à poil, mais quand même, c'est une belle démonstration de puissance de la part des ogres. Cependant, après mesure, le Master Rock reste trop loin pour une percée qui l'amènerait jusqu'à l'hydre. C'est pour ça qu'il a fait ce combat d'abord, pour essayer après de percer la ligne et peut-être d'aller impacter l'hydre et donc de pouvoir la dévorer et gagner les points. Donc voyant qu'il est un peu trop loin malheureusement, et surtout que ça exposerait son flanc aux tueurs de démons et aux tueurs sur son flanc droit, il décide de réfréner l'attaque de son Master Rock et de ses buffles. Il réussit ses 2 tests de commandement et il lui permet donc de tourner les 2 derniers buffles vers les rangers qui n'arrêtent pas de les mitrailler et de tourner son Master Rock face au tueur accompagné du tueur de démons. Donc pour clôturer ce tour 4 des Royaumes Ogres, l'hydre frappe le cannibale, et malheureusement l'hydre est plus rapide et frappera le cannibale et le dévorera sans ménagement, amenant donc l'hydre à venir se bloquer contre la statue qui est un infranchissable dans sa poursuite, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que je joue teuteux, hein, c'est une créature qui est attirée à là par le sang. Mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'un certain palier de tuerie vient d'être atteint. Tour 3 des nains, un nouveau rugissement retentit sur le champ de bataille et tous, en quelques secondes, lèvent la tête, voyant dans le ciel un point noir grandir et grandir et grandir avant d'atterrir lourdement également sur l'autel. Une créature à la fois morte et à la fois vivante vient d'apparaître sur le champ de bataille. Un immense dragon zombie sans cavalier, hein, juste un dragon zombie sauvage, rejoint la chasse à la bête. Je jette encore pour savoir qui sera la cible de cette créature qui, encore une fois, apparaît sur la table pour... elle n'a pas vraiment de sens, hein, elle est à 360 degrés, parce que sinon, ça serait chiant de pouvoir la retourner, quoi que ce soit. Je jette encore le dé, je refais un 2, ce qui fait que c'est toujours les nains qui sont ciblés par le dragon, ce qui n'arrange pas tellement, en fait, les royaumes ogres. Il aurait bien voulu se le bouffer avec son tyran, donc très certainement que le dragon, au tour d'après, va prendre pour cible les nains. Sachant que c'est un nouveau tour, l'hydre également, même si, je vous l'avais dit, il y a 2 monstres sur la table, l'hydre va tout simplement déclarer une charge aussi, parce que je considère que cette créature, dès qu'elle a quelque chose à bouffer, elle va le dévorer, même si sa cible principale étant les nains, la cible la plus proche c'est le mégastodonte, et donc l'hydre décide de charger le mégastodonte de front, suivant son instinct primaire. Ce qui fait que pour ce tour 3 des nains, une charge est potentiellement possible pour les tueurs dans le dos de l'hydre qui vient d'aller cliquer le mégastodonte. Ils ne vont pas se gêner bien évidemment et la charge sera réussie dans le dos de l'hydre par le tueur de démons et ses tueurs l'accompagnant. Pour ce qui est des restes des mouvements, les marteliers, voyant tout de même beaucoup d'ogres se positionner autour d'eux, mais aussi un dragon zombie qui vient d'apparaître et qui tourne légèrement sa tête vers eux,
il décide de se reformer légèrement pour au moins avoir les ventres durs, les Ferox ou le dragon de front, car annulant ainsi tous leurs bonus et pouvant frapper étonnamment fort. Pour ce qui est des tirs, les Rangers vont tirer sur les crash-plombs et ne vont provoquer aucun dommage ce coup-là. Et pour terminer, ça sera encore une fois le corps à corps. L'hydre prise par derrière, mais elle-même en charge contre le mastodonte, va tenter de frapper, mais le plus rapide d'entre tous, ici même, c'est le tueur de démons. Encore une fois, un nain extrêmement rapide avec sa charge de dos, malgré son arme lourde, va démontrer que Gotrek est peut-être connu pour être un grand guerrier, Ungrim pour un grand roi, mais alors lui, il sera connu comme étant un sacré tueur de bestioles, parce qu'il a certes bouffé le sphinx tout à l'heure, mais il va montrer qu'il peut faire mieux, et il fait mieux. Il va infliger à l'hydre 12 PV en moins. En même temps, chaque attaque provoque un des 6 dommages. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Il la one-shot vraiment sans aucun ménagement. Ce qui fait qu'il va poursuivre, bien sûr, avec ses tueurs, mon cher Graou, et va venir impacter, bien évidemment, le mégastodonte qui est derrière. Et en plus, va sortir ainsi de l'axe de vue du Mastorok dans une espèce de démonstration de skill totalement invoulue des deux guerriers, des deux joueurs bien sûr, en disant j'ai peut-être mal placé mon Mastorok, j'avais pas vu que je sortais de ton axe de vue. C'était, voilà, on aime toujours ce beau jeu dans le gameplay. Donc le tour 3 est encore une fois terrifiant, un autre monstre vient être empoché par les nains, et en plus un dragon zombie vient les menacer. Ça ne va pas être drôle du tout, mais encore une fois, rien n'est joué pour les royaumes ogres ou pour les nains. Tour 4. Tour 4 des royaumes ogres, charge donc immédiate du dragon zombie, qui décide de prendre pour cible, malheureusement pour lui, les marteliers avec Ungrim, et vient donc littéralement plonger dans la garde personnelle du roi tueur. Mais c'est bien le tour 4 des royaumes ogres. Et le tour 4 des royaumes ogres, il y a un jeu à faire, il y a quelque chose à tenter pour Kevin. Parce que s'il arrive à tuer le dragon zombie avant que les nains ne le frappent, il pourrait empocher ses points et remonter d'un coup dans la game. Donc, Kevin a confiance dans ses ogres, il va lancer une charge d'Ephérox dans le dos du dragon, mais ne va pas lancer la charge de ses ventres durs sur le dragon, mais sur les marteliers. Et en plus va amener encore plus de kills là-dedans avec son chasseur et ses crocs de sabre en chargeant de dos les marteliers. Bref, c'est le boxon, littéralement, ce combat. Vous avez un monstre qui vient de popper, qui va charger au milieu de tout ceci, lui-même chargé dans le dos par des Ferox. J'aime beaucoup ce genre de gameplay un petit peu bordélique, mais c'est ça, Warhammer Old World, comme Warhammer Battle à l'époque. Les combats multiples, on adore. Du point de vue des mouvements, les buffles vont charger quand même les tueurs pour aller tenter d'aider le mégastodonte. Et le Mastorok, lui, va se reformer tout simplement, car il doute, ce cher Kevin, que son mégastodonte fasse le poids face à ce tueur de démons et sa garde personnelle. Pour ce qui est des tirs, mis à part les crash-plombs qui balancent la sauce encore une fois explosive dans la tour pour essayer de nettoyer ses rangers et de tenter de commencer à provoquer des paniques, ils en tuent encore 2, mais pas suffisamment encore pour inquiéter véritablement les nains. Et les gnoblards n'ont vraiment déjà plus de cible à porter vu que tout le monde est au corps à corps dans le boxon le plus total. Donc passons directement au corps à corps. Allons d'abord nous occuper du tueur de démons avec ses compagnons en charge full arme lourde, donc tout le monde à initiative 4 contre ce mégastodonte et les bufflogres qui viennent les taper dans le flanc. C'est terrifiant parce que ce personnage avec la haine, force 6, blessure multiple des 6 PV, c'est terrifiant. Il va enlever 9 PV au mégastodonte. Il en est à son 3e monstre, le mec, quand même. C'est aberrant. C'est aberrant à quel point le combo est puissant au corps à corps. On était tous surpris. Même Graou est surpris d'avoir ce personnage dans son armée. Le gars vient de bouffer un sphinx volant, une hydre et un mégastodonte. C'est quand même assez énervé comme dégâts.
Sans compter après derrière que les tueurs ne prennent aucun dégât de la part des buffles sur le flanc, provoquant bien sûr la panique des buffles sans ménagement, hein, bien sûr. Après la fuite des buffles, Graou va quand même hésiter à vouloir poursuivre, et malheureusement, s'il poursuivrait, il irait dans le Masterok, mais il faudrait faire un bon jet. Il va donc préférer plutôt restreindre son régiment et faire face surtout au Masterok qui approche pour que, à son tour, l'ogre puisse se faire plaisir. Mais tout ceci, c'est de la tuerie, hein, bien évidemment, l'hydre étant morte déjà au tour précédent, ça ne comptait techniquement pour rien, juste pour montrer quand même que les tueurs de démons, hein, c'est jouable, c'est rigolo, c'est très jouable. Mais c'est aussi l'énorme corps à corps au niveau de l'hôtel de guerre, de l'hôtel tout simplement du chaos qui attire les créatures ici, le dragon zombie chargeant les marteliers de front, donc perdant tous ses bonus de charge, vu qu'il charge de front les marteliers, les ventres durs et les crocs de sabre ainsi que le chasseur frappant eux aussi les marteliers, mais derrière, c'est les férox qui chargent le dragon zombie, bien sûr. Et c'est là que la démonstration de puissance des ogres reste encore bien présente. Le dragon zombie, vous avez vu ses stats hein, quand il est apparu, ne possède que 5 PV, hein, malgré le fait quand même qu'il est vachement tanky comme bestiole. Il va se faire pile poil enlever 5 PV par les férox. Donc bravo Kevin, il arrive à gagner son pari, alors que moi je lui aurais plutôt conseillé de mettre les ventres durs aussi dessus, mais il a écouté l'âme des cartes et il a réussi. Et tout simplement ces férox vont réussir à empocher les points du dragon zombie, remontant dans le scoring, bien évidemment, face à notre cher Graou. Mais il va devoir donc emmener ces férox parce qu'il malheureusement échouera son test pour les réfréner et donc les envoie en pleine charge dans les marteliers. Et là, alors là, le corps à corps est d'une violence assez impressionnante. Les ventres durs vont perdre 7 PV face aux marteliers. 11 PV seront dégommés. Bon, en même temps, il y en a 4 qui sautent direct avec une seule attaque de Ungrim, tueur de monstres, ou coup fatal. Et en près derrière, 3 PV seront enlevés sur les crocs de sabre. Tout ça pour que 8 marteliers soient mis au sol face à cette triple charge. Ça ne suffira pas pour correctement inquiéter les marteliers, même si quand même en tuer 8 en une seule phase, c'est quand même pas si mal que ça. Tous les ogres vont devoir tester face à ce régiment indéboulonnable, pour l'instant en tout cas. Un repli en bon ordre va être réussi par les ventres durs, et les férox vont s'enfuir, malheureusement, complètement. Ils vont s'enfuir de 7 pas, tandis que le chasseur également va s'enfuir avec ses crocs de sabre. Et ce sont bien les marteliers qui vont poursuivre les ventres durs, pour tout simplement rester au contact et continuer de meuler les derniers survivants. Tour 4 des nains. Tour 4 des nains. Aucun monstre n'apparaît à ce début de tour. Tout simplement parce que les tueries deviennent si grandes qu'un ennemi approche, un puissant et terrifiant ennemi approche. Un rire sanguinaire résonne sur tout le champ de bataille, provenant lui-même de l'autel, autel qui est en train d'émettre une lumière presque aveuglante, annonçant quelque chose de terrible. Tour 4 des nains, la charge des tueurs avec le tueur de démons sur le général, tirant sur son Masterok. On va avoir ce fameux défi. Qui sera la légende entre ce tueur de démons inconnu qui a même perdu son nom et ce tyran venu chasser les monstres et qui va devoir s'occuper d'un monstre beaucoup plus petit qu'il s'attendait, mais quel monstre quand même. La charge sera bien sûr d'abord sur les buffles qui vont s'enfuir face à la réaction de charge et va être dirigée sur le tyran, je le précise bien. Pour ce qui est des tireurs, les rangers vont viser les crash-plombs et vont leur retirer 3 PV, n'en laissant qu'un seul à un seul PV très fatigué. Et on passe directement à ce fameux corps à corps, les marteliers contre les ventres durs et le tueur de démons face au tyran, vu qu'il y aura bien évidemment un défi. Bon, je vais pas vous faire de dessin, mais les marteliers qui ont poursuivi, donc qui ont des bonus d'initiative, etc., contre ces pauvres ventres durs frappant en dernier, il n'y a pas photo, le massacre est optimum de la part des marteliers, augmentant encore hein, les kills pour l'hôtel, abreuvant l'hôtel de mort, ce qui fait que les marteliers poursuivent bien évidemment et impactent le dernier férox encore debout.
Mais c'est bien sûr le défi, le duel entre le seigneur tyran et le tueur de démons. Et malgré le fait que le tueur de démons soit en charge et qu'il ait une bonne initiative, le tyran ogre en a une meilleure. Et donc, le duel va clôturer cette légende qu'allait devenir ce tueur de démons. Le tyran ogre va pile poil lui retirer les 3 PV. À la grande surprise de tout le monde, hein, il est quand même vachement tanky le monsieur. Mais le tueur va quand même provoquer une dernière attaque, une dernière frappe avec son arme sur le tueur, lui provoquant donc un dégât. Et vu que Kevin a très peur quand même que ce tueur puisse lui enlever 5 PV par sa rune, même si on savait plus si c'était possible ou pas, vous me le direz en commentaire si le tueur quand il frappe, il peut quand même utiliser les runes de son arme ou pas. Mais il n'a pas voulu, il n'a pas voulu, parce qu'on l'a fait au dé, on avait la flemme de le chercher, il n'a pas voulu tenter le coup, il a fait relancer le jet de blessure à Graou, qui a échoué ce coup-là à blesser à 4+, parce que n'oubliez pas que c'est des tueurs, hein, ils blessent toujours sur les 4+, n'importe qui, le Behemoth, et donc, heureusement, le tyran s'en sort glorieusement, parce que sinon il perdait 5 PV, hein, juste pour savoir, hein, pour vous le dire, on a jeté le dé. Donc un 5 points bien économisé, hein, si jamais la rune fonctionne quand le tueur meurt. Le tyran empoche bien sûr la victoire face au tueur, mais vraiment pile poil, hein, parce que quand même ils ont la bannière, ils ont des rangs, hein, les tueurs, c'est quand même impressionnant, il a l'ordre serré lui et il a fait quand même du carnage, parce que le Master Rock lui derrière a rattrapé les points assez facilement. Les tueurs donc par la mort de leur tueur de démons vont tout simplement reculer de 2 pas, parce que ça reste des tueurs et ils sont encore presque plus d'une quinzaine. Tour 5. Si vous avez bien calculé les points de PU de perte depuis le début de la bataille, nous avons dépassé les 88 points de kill. Ce qui fait que, depuis l'éther, une faille s'ouvre sur le centre même de l'hôtel dominant ce champ de bataille, et un rire tonitruant accompagné d'un cri de rage, des crânes pour le trône de crâne, du sang pour le dieu du sang, sortant du domaine du chaos, s'extirpant de l'éther et de ce domaine de la mort et de la haine, perçant la réalité de ces haches jumelles, portées par la haine et ses ailes brûlées, Skarbrand perce la réalité et apparaît sur la table. C'était ma petite surprise à mes joueurs. Skarbrand, motherfucker Skarbrand, est sur la table. Mais vous allez me dire, mais attends, il n'y a pas de profil pour Skarbrand. Ce n'est pas grave. Donnant la haine à toute la table et se donnant la haine à lui-même, provoquant non pas un des 6 touches de force d'impact, mais un des 6 piétinements avec ses armes, et ses armes empêchent les sauvegardes d'armure. Un monstre absolu apparaît sur la table. Ils ont dépassé les 88 kills. Il fallait peut-être se concentrer sur les monstres et moins sur la tuerie. Le pire, c'est qu'en plus, vu qu'il n'y a pas eu de monstres sortis au tour d'avant, j'autorise à Skarbrand la charge immédiate. Rien ne peut retenir Skarbrand une fois qu'il goûte au monde matériel, même d'ailleurs dans les terres. Et il va donc charger aléatoirement encore une fois, et il va se diriger vers les tueurs. Il charge n'importe qui. Alors là, c'était vraiment au hasard, soit le tyran, soit le férox, soit les marteliers, soit les tueurs, et sa rage n'a aucune limite. Il décide, par les dés, hein, il aurait pu choisir l'ignoblard ou le chasseur, c'était un des 6, il a choisi les tueurs pour aller se déchaîner. C'est la petite surprise, j'espère que ça vous plaît à tous, et si ça ne vous plaît pas, eh bien, expliquez-vous avec Skarbrand lui-même. Donc tour 5 des royaumes ogres, les ralliements sont réussis par les buffles qui vont se rapprocher, et vu que les charges ont été réussies, seuls les mouvements importent. Les gnoblards et le chasseur viennent s'approcher, mais prudemment,
d'un petit Skarbrand qui vient de popper. Et c'est surtout le tyran qui se demande ce qui se passe vu qu'il vient de repousser les tueurs et qu'il voit une espèce de bestiole popper à côté de lui et qu'il se dit « Ah mais c'est lui la bête que je dois venir chasser ? Ah oui, c'est quand même pas la même, c'est quand même assez compliqué. » Et donc si quelqu'un arrive à tuer Skarbrand avant la fin de la partie, je vous explique que c'est quand même 610 points, autrement dit, le grand gagnant sera celui qui abattra Skarbrand, espérons-le. Les tirs des Royaumogs, le dernier tir des Royaumogs encore disponible, balance la sauce sur les Rangers et ne fera rien ce coup-ci, tandis que le projectile magique du chasseur lui-même ne donnera là aussi rien du tout, bien malheureusement. Pour le corps à corps, bon, on va dire adieu malheureusement au Ferox, hein, c'était un peu trop pour lui. Tout seul avec plus qu'un PV contre Ungrim lui-même, qui se fera d'ailleurs massacrer par Ungrim. Les marteliers en profiteront pour percer légèrement la ligne et eux ont vu également cette créature Oni sortir de la réalité et vont tenter de s'en approcher malgré le fait qu'il risque d'être un peu loin. Skarbrand, quant à lui, avec son initiative 10 contre la charge, va exploser à lui tout seul 7 tueurs. Mais ne pas oublier que les tueurs, quand ils meurent, ils te blessent sur un 4+. Et notre cher Skarbrand, bah c'est dommage pour lui, mais il a qu'une armure invulnérable 5. Donc il va perdre 3 PV. Il massacre 7 hommes. Et moi, je réussis très peu d'invulnérable 5. Donc c'est assez dommage quand même hein, d'en arriver là. Le général de Kevin, son tyran, ne va tuer que 3 tueurs contre tout ceci, provoquant ainsi ben, le recul, tout simplement, des nains. Encore une fois, il reste indémoralisable, hein, il ne les a pas tous tués. Et ce qui fait que Kevin réfléchit en se disant « Ouais, mais attends, si je continue, je vais être à côté de Skarbrand, c'est le tour des nains juste après, je pourrais même pas le charger. » Donc, le tyran décide de gagner du temps, voyant que les nains vont être trop loin, les marteliers de Ungrim vont être trop loin pour tenter de le charger de dos, eh bien, il reste sur place et tient sa créature pour voir si Skarbrand va continuer de massacrer très certainement les derniers tueurs et se placer devant lui pour être sa prochaine cible au dernier tour. C'est couillu, mais c'est stratégique. Pour le tour 5 des nains, la reformation bien sûr des marteliers et l'avancée en marche forcée qui est quand même très lente, hein, des marteliers vers l'autel ne les font avancer que de très peu de pas. Les tirs des rangers vont tenter encore une fois d'abattre les buffles qui approchent et vont blesser et tuer l'un des 2 buffles, provoquant la fuite du dernier d'entre eux. Et c'est surtout au corps à corps où alors là Skarbrand démontre encore une fois sa puissance bien sûr. Il va perdre 1 PV quand même en massacrant tous les derniers tueurs, mais il va quand même perdre 1 PV. Heureusement pour moi, je fais survivre Skarbrand un tour entier en réussissant mes invulnérables, parce que les blessures à 4+, même dans les tueurs, ça fait quand même très mal lorsqu'ils crèvent. Donc on termine ce tour 5 par une autre dernière surprise. L'autel en lui-même, surchargé de pouvoir et surtout ayant fait sortir dans la réalité une créature qui ne devrait pas être là. À la fin du tour 5, l'autel ayant empoché suffisamment de PV de sacrifice pour atteindre la 100aine de kills, l'autel explose. L'autel explose, provoquant à 6 pas autour de lui 2d6 PV de perte. C'est littéralement la faille du chaos qui explose. Vous connaissez les blessures mortelles de 40k ou de AOS? Eh ben là c'est la même. Aucune invulnérable, aucune armure ne peut être tankée par ça. Ça peut être terrifiant bien sûr. Parce que 2d6, 2d6, ouais, je suis un connard, hein, je suis un MJ salaud. Hein. Mais 2d6 ça pourrait être au one shot le Master Rock, ça pourrait être au one shot tout le régiment de marteliers et laisser Ungrim à 1 PV, ça pourrait être au one shot. Bon certes les Nioblards qui sont quand même les héros de cette game, qu'ils n'ont rien fait. Mais quand même, c'est la bonne surprise. L'autel explose, provoquant 4 pertes dans les Nioblards, 3 pertes dans les marteliers et 4 PV sur le général Ogre. J'ai fait des jets nuls. J'aurais voulu tuer tout le monde. Mais malheureusement, les dés n'en ont pas décidé ainsi. Cependant,
Lors de l'explosion de l'hôtel, les âmes ont été arrachées de leur corps, hein, donc 11 PV ont été siphonnés par l'explosion de l'hôtel, et ce siphon qui se perd dans la réalité, vu qu'il n'y a plus de faille pour aller être aspiré dans les royaumes du chaos, va être aspiré par Skarbrand lui-même. Il a tenu tout un tour sans être détruit, il revient full PV, parce que c'est comme ça que le scénario en a décidé ainsi. Skarbrand est l'adversaire ultime, bien sûr, et il aurait pu être arraché par les tueurs. Espérons pour le monde des vivants que Skarbrand lui-même pourra être abattu, sinon personne ne va rigoler sur tout le vieux monde pendant quelques mois. Tour 6, pas d'autres monstres. Skarbrand a percé la ligne et est venu un peu loin, hein. Il est venu un peu loin quand même, mais ce n'est pas grave. La charge du tyran sera réussie sur Skarbrand lui-même, le tyran. Enfin, sa cible, il est là. S'il arrive à abattre cette créature, il sera le plus connu de toutes les montagnes du bord du monde, et même jusqu'aux montagnes des larmes. Il pourra même prétendre à devenir l'archi-tyran, peut-être, du vieux monde. Pour le reste, le mouvement de l'armée contourne du mieux qu'ils peuvent, malgré le ralliement loupé du buffle, les marteliers. Hein, le chasseur reste prudemment hors de portée et hors de vue de cette unité. Les nioblards viennent dans le dos pour tenter de leur tirer dessus, tandis que le crash-plomb s'aligne pour son dernier tir sur les rangers, et ne provoquera aucune perte malheureusement. La boule de feu sur les rangers va provoquer 3 blessures qui seront toutes sauvegardées encore une fois par les rangers, ce qui fait quand même que c'est quand même costaud, hein, c'est saleté, c'est quand même très costaud. Et on termine donc ce tour 6 des Royaumes Ogres par le corps à corps. C'est quand même un tyran ogre sur Masterog qui a encore, si je ne me trompe, 5 PV, qui charge Skarbrand. Skarbrand a une initiative de 10 sur son profil V8 et je l'ai conservé. Oui, je sais, c'est très fort, mais je l'ai conservé pour Old World parce que ça reste quand même un perso nommé. Je vous avais promis des persos nommés pour cette bataille, vous êtes servis. Le tyran ogre, quand même, possède des touches d'impact assez violentes avec son Master Rock et va donc frapper en même temps que Skarbrand. Et derrière, Skarbrand va le frapper lourdement avant que le tyran puisse tenter quoi que ce soit, autant lui que sa bête au corps à corps. Ça va être un combat dru, mais un beau combat. Malheureusement pour Kevin, les touches d'impact ne donneront rien sur Skarbrand. Skarbrand va donc être full PV pour pouvoir lui taper dessus à pleine balle et à pleine puissance. Donc nous avons les touches d'impact qui ont fait rien malheureusement de la charge du Master Rock. Donc j'ai mes 8 attaques relançables à 3+. Heureusement j'en loupe 3. Qui au final n'en loupe qu'une. Hop, force, alors 6, 7 de monsieur Endurance 6, c'est du 3. Oui. Pas d'armure contre lui. Oui, donc ça sera. Et ben ça fait 5 piles, mon grand. Donc combien t'as vu là-dessus? 5+. 5+. Jette-les une par une, s'il te plaît, par là, s'il te plaît. Ok. Non, c'est pas le moment, Kevin, c'est pas le moment, Kevin. C'est pas le moment, Kevin. Pas comme ça, Kevin. Oh, oh là là. Et grâce à ce jet de 5+ invulnérable, il réussit à survivre à 1 PV face à Skarbrand et va pouvoir donc le frapper du mieux qu'il peut. Le tyran va tenter de le toucher avec sa CC 10 en face, ainsi que le Master Rogue. Le tyran en lui-même va lui mettre 2 quiches et donc 2 PV assez costauds sur Skarbrand qui vont sauter, le faisant redescendre à 3 PV. Mais le Master Rock derrière ne va rien faire sur Skarbrand, il n'arrivera même pas à le blesser, c'est terrifiant. Et enfin pour ce qui est des piétinements, Skarbrand possède des piétinements vu qu'il n'a pas de touche d'impact par son profil V8 et parce que le profil que je lui ai fait pour Old World, je rappelle quand même qu'il vaut 610 points, hein, donc il ne vaut pas du tout ces points, mais c'est pas grave. Skarbrand va donc mettre 5 piétinements force 7 dans le Master Rock. Là l'armure du Master Rock va en tanker quelques-unes et la régénération, enfin l'invulnérable va en tanker quelques autres, mais malheureusement pas suffisamment pour le dernier PV. Le tyran aura mis une énorme patate dans la tronche de Skarbrand, lui ayant brisé une dent au corps à corps, mais n'aura pas suffi à le tuer. Skarbrand one-shot 5 PV pile poil hein, sur le général ogre, le mettant au sol et perçant ainsi la ligne.
Skarbrand est très fatigué. Certes, il a récupéré ses PV au début du tour, mais il lui en reste plus que 3. Et en face se trouvent les nains. Tour 6 des nains, Skarbrand peut tenter d'aller choper les tueurs, parce que rappelons-nous qu'il joue à chaque début de tour. Et oui, Skarbrand va tenter une charge et va la louper, mais va s'avancer à pile poil 9 pas des marteliers de Ungrim. Ce qui fait que la charge va être tentée. Donc nous avons la charge potentielle au dernier tour de Ungrim et de ses marteliers sur Skarbrand. Il faut faire un 6. Et il y a un putain de 6. La charge va être réussite par les nains qui n'ont peur de rien. Ungrim est là justement parce que la bête s'est montrée enfin un ennemi héréditaire des vivants et même de la planète elle-même se dresse face à lui. Il faut l'abattre pour tout simplement purger ce monde de cette créature qui vient de percer la réalité, sinon elle provoquera des massacres pendant un bon moment. Et... donc nous avons le corps à corps de Skarbrand qui frappe avant Thorgrim, bien sûr. Pardon, Ungrim, excusez-moi. Je touche par contre à 3+, relançable. Il aime ce jeu Skarbrand. Et il a force 7, endurance 6, c'est du 3+, sur Monsieur Ungrim. Il n'y a que 2 échecs. Tu as 6 dés à sauver. Sur les 6 invulnérables 4+, que doit réussir Ungrim pour tenter de frapper Skarbrand, malheureusement, Graou va échouer 3 invulnérables et Ungrim sera mis au sol par Skarbrand. Un revers des haches jumelles enverra le roi tueur dans ses derniers rangs de marteliers, mais ceux-ci utiliseront donc leur règle obstinée et vont reculer face à la charge terrifiante de Skarbrand, le bloquant légèrement sur place et offrant un dernier carré de résistance face à ce démon majeur de cornes. Skarbrand hurlera de rage face à cette résistance acharnée des nains, l'empêchant de voler le crâne de sa proie. La partie se termine ici. La bête ultime n'aura trouvé aucun adversaire à sa taille, malheureusement. Nous voici donc à la conclusion de cette bataille. Et quelle bataille, hein. Oui, je sais, faire popper Skarbrand avec son profil V8, c'était peut-être un peu pété, mais 610 points quand même à empocher, ça aurait été incroyable. Les 2 personnages ont perdu contre lui, donc c'est pas si grave. Je suis très content d'avoir sorti ce personnage, qui est un cadeau en plus qu'on m'a fait pour la chaîne. Donc c'est le kiff, ce qui me permettra donc prochainement de jouer Skarbrand, certainement sur la chaîne, dans le contexte de la campagne, ou en tout cas un buveur de sang très énervé. Donc, résultat quand même de cette bataille, parce que des monstres ont été tués, hein, bien sûr, selon le profil de Old World. Le Sphinx volant, je l'avais dit, on l'a compté comme une manticore en termes de points, donc 120 points empochés par les nains. L'hydre, c'est les points des elfes noirs qui a été compté, donc 200 points également par les nains, 320 points empochés par les nains, tandis que le dragon zombie, j'ai compté l'amélioration dragon zombie des contes vampires du héritage Old World, ça fait 250 points empochés par les royaumes ogres. On est donc à 320 pour 250. Il y a un très léger écart de 80 points, mais la victoire va quand même pour les nains. Mais si le tyran ogre réussi sa charge et aurait tué Skarbrand, il l'aurait eu et aurait gagné la partie. Et si Ungrim l'aurait tué, également il l'aurait tué et il aurait gagné. De toute façon, tuer Skarbrand, c'est montrer que vous êtes le meilleur chasseur de bêtes au monde, c'est sûr. Mais personne n'y est arrivé. Ce qui fait quand même que le chaos reste le chaos, il reste puissant. Donc c'est une victoire des nains. Félicitations pour Graou et félicitations à Kevin. Je sais que mes joueurs, pareil, hein, j'ai essayé presque de les motiver à faire une dernière apparition dans la vidéo pour qu'ils au moins redonnent leur point de vue. Mais bon, le temps en lui-même aussi a joué, hein, pour une bataille à 2000 points et que certains devaient repartir. On n'a pas pu enregistrer, mais c'est pas grave. J'espère que cette bataille vous a plu. Elle rentrait bien dans le cadre de la campagne pour ce qui est des producteurs de contenu, pour ce qui est des personnages et donc de la région du Talabekland et des marches de l'Ostermark. Ce qui fait que l'ordre, certes, a gagné cette bataille, mais pour les règles spéciales, si jamais ça peut vous intéresser, le chaos, ici même dans cette région, a percé la réalité et Skarbrand se promène pendant quelques jours jusqu'à ce que les vents de magie s'épuisent dans l'Ostermark.
J'espère que cette bataille vous a plu. Merci à vous tous encore une fois de la liker, de la commenter, de la partager. C'est très important. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner sur la chaîne. Là aussi, c'est très important. Merci à tout le monde. On se retrouve prochainement. Merci à tous. Portez-vous bien et soyez sages. Ciao.